nouvelle vidéo de géographie en terminale. Aujourd'hui, on va parler des coopérations, des tensions et des régulations aux échelles mondiales, régionales et locales dans la mondialisation. La mondialisation, on l'a vu dans le chapitre précédent, hiérarchise le territoire à toutes les échelles et les différents acteurs mettent en œuvre des stratégies pour parvenir à s'imposer dans la mondialisation. Ces stratégies permettent des coopérations toujours plus accrues, mais peuvent aussi être source de tensions. Elles nécessitent donc des politiques de régulation à toutes les échelles. On va donc se poser ici la question suivante. Comment la mondialisation, mettant en compétition les acteurs et les territoires, peut-elle être régulée ? Commençons par voir les différentes formes de coopération qu'on peut pratiquer dans la mondialisation. Ces coopérations s'effectuent d'abord à l'échelle locale. Cela va de la création de communautés de communes ou d'agglomérations à la constitution de véritables eurorégions comme l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi-Navarre. On trouve aussi des réseaux de métropoles, non seulement des conurbations, comme dans la Ruhr, mais des regroupements volontaires de communes pour redynamiser leur territoire, comme les Eurocities, qui sont 140 villes dans l'Union européenne. Ces regroupements prennent des formes et des moyens différents à l'échelle mondiale. Au Costa Rica, par exemple, les villages du parc national des Tortues se sont ainsi regroupés pour se développer grâce à l'écotourisme. Cette démarche s'inscrit dans les nouveaux moyens de consommer, les circuits courts, le commerce équitable, etc., où des acteurs locaux se regroupent pour protéger leur production en faisant valoir sa qualité, notamment via les labels et les indications géographiques protégées. Néanmoins, ces initiatives locales restent encore insuffisantes. La coopération régionale reste donc un atout majeur dans la mondialisation. Depuis les 30 Glorieuses, de nombreuses associations régionales ont été créées. Assurant une plus grande stabilité, en assurant une discussion continue entre leurs membres, elles permettent aussi aux territoires de s'intégrer dans la mondialisation. Ces 40 organisations intergouvernementales peuvent être politiques, comme l'Union africaine ou le Conseil de l'Europe, militaires, comme l'OTAN ou l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, économiques, monétaires et ou commerciales, comme c'est le cas de l'OPEP. Il existe des dizaines de zones d'intégration régionale organisées autour de vastes marchés intérieurs et du libre-échange. La suppression des droits de douane favorise ainsi le commerce. Elles peuvent prendre de nombreuses formes, plus ou moins intégrées. Parfois de simples zones de libre-échange, comme la CEUM, qui remplace l'ALENA en Amérique du Nord depuis 2018. Ce sont parfois des unions douanières, comme la communauté andine, ou des marchés communs, comme le Mercosur, créé en 1991 en Amérique latine. L'UE, qui fut aussi la première zone d'intégration régionale, la CEE a été créée en 1957, est le modèle le plus intégré avec une union économique et monétaire, un espace de libre circulation et des politiques communes. On compte ainsi aujourd'hui des dizaines d'associations régionales. Elles représentent 34% du commerce mondial et servent de tremplin à l'essor économique et au développement de certains territoires. En Europe, l'UE a permis le développement de l'Europe de l'Est, tandis que l'ASEAN facilite l'émergence de l'Asie du Sud-Est et la SADC en Afrique australe, l'émergence des pays voisins de l'Afrique du Sud. Enfin, ces coopérations prennent aujourd'hui de nouvelles formes, comme des échanges universitaires, dans l'UE ou la CEUM, ou encore la lutte contre la criminalité transnationale. Troisième niveau de coopération, c'est la question de la gouvernance mondiale, puisque la mondialisation est structurée à l'échelle planétaire par des instances de gouvernance mondiale édictant de manière multilatérale des normes sanitaires, environnementales, politiques et économiques. Si ce système, construit en 1945, est lentement réformé, il reste encore largement dominé par les États-Unis et les pays occidentaux. L'instance majeure reste l'ONU, garant du droit international. C'est dans ce cadre qu'a été signée la Convention de Montego Bay et que sont décidées certaines politiques environnementales, comme la Convention de Bâle en 2019 qui interdit d'exporter des déchets dangereux vers les pays en développement. La gouvernance économique mondiale repose sur quelques institutions menant une politique libérale, le FMI, la Banque mondiale et l'OMC. Le FMI, le Fonds monétaire international, veille à la stabilité du système financier et monétaire mondial en régulant les crises économiques. La Banque mondiale, elle, participe à la réduction des inégalités dans le monde en accordant des aides financières pour promouvoir le développement. Tous deux accordent des prêts aux pays en développement en contrepartie de réformes économiques libérales, appelées les programmes d'ajustement structurel, les obligeant à ouvrir leurs frontières aux échanges et à diminuer leurs taxes douanières. En parallèle, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, favorise le libre-échange en aidant les États à régler leurs différends et à limiter les barrières douanières. Il y a ainsi eu 300 accords commerciaux régionaux en 2020. En parallèle, des groupes de concertation plus restreints ont été créés pour défendre leurs propres intérêts. Le G7, le G20 et les BRICS, ou encore le Forum économique de Davos où se regroupent États, multinationales et experts. Ces différentes organisations doivent faire face à des enjeux multiples qui sont sources de tensions. Il y a d'abord des enjeux économiques et sociaux, bien évidemment. L'accélération de la mondialisation et la spéculation ont entraîné de graves crises économiques comme la crise des subprimes en 2017.
La dette mondiale est ainsi passée de 61% à 225% du PIB mondial entre 2001 et 2017, entraînant faillite et hausse du chômage dans son sillage. La mondialisation creuse aussi les inégalités sociales. En 2019, 8% de la population dispose de 86% de la richesse mondiale. Si une classe moyenne émerge dans les Suds, la population pauvre ne bénéficie pas du développement. En 2020, suite à la pandémie, la pauvreté augmente de nouveau. 711 millions de personnes vivent désormais en situation d'extrême pauvreté. De plus, la mondialisation favorise les activités illicites. Les trafics internationaux d'armes, de drogue, traite d'êtres humains, etc. contribuent à l'extension des zones grises, tandis que les paradis fiscaux facilitent l'évasion des capitaux et le blanchiment de l'argent provenant de telles activités. Il y a aussi des enjeux géopolitiques et militaires. Avec les recompositions territoriales liées à la mondialisation, de nombreux acteurs demandent une réforme de la gouvernance mondiale et un rééquilibrage géopolitique de l'ordre établi. Les ONG militent ainsi pour une démocratie participative, tandis que les puissances émergentes souhaitent une place accrue au sein des instances internationales comme le FMI et le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est le cas pour l'Inde et le Brésil notamment, mais leur demande n'est que très partiellement écoutée. Si le FMI a été réformé en 2010 pour donner une place un peu plus importante aux BRICS, la question onusienne, elle, est totalement bloquée. Les pays émergents se dotent alors d'organisations alternatives pour défendre leurs intérêts. À l'initiative de la Chine a été créée en 2014 la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, la BA2I, dont le siège est à Pékin. Elle a pour but de concurrencer la Banque asiatique de développement. De même, les ONG décrivent beaucoup les nouveaux méga-accords régionaux de libre-échange comme le TAFTA entre États-Unis et Union européenne en 2013 ou le CETA entre le Canada et l'UE en 2017, qui sont jugés opaques, non démocratiques et qui harmonisent les normes au-delà du seul cadre commercial, notamment sur la propriété intellectuelle et la coopération juridique. L'émergence de nouvelles puissances et de nouveaux acteurs multiplie aussi les conflits. Chaque État tente de peser davantage dans la mondialisation. Cela peut se traduire par de l'espionnage industriel, des guerres commerciales, comme entre les États-Unis et la Chine depuis 2018, une recomposition des accords de coopération, l'ASEAN s'est ainsi ouverte à la Chine et l'Inde, mais aussi, et parfois, en guerre bien réelle. Les dépenses d'armement ont ainsi augmenté de 20% en 10 ans, les États-Unis étant à l'origine d'un tiers des dépenses mondiales. Les conflits se concentrent ainsi en Asie de l'Est, du Sud et dans l'arc de crise, du Sahel au Moyen-Orient, où les activités illicites se développent. Ces conflits et les inégalités induites par la hiérarchie des territoires dans la mondialisation entraînent aussi toujours plus de migrants sur les routes et certains pays n'ont pas hésité à fermer leurs frontières, comme la Hongrie de Viktor Orban ou les États-Unis sous Donald Trump. Enfin, la mondialisation soulève des enjeux environnementaux. L'accroissement des échanges favorise ainsi le réchauffement climatique avec une utilisation croissante d'énergie fossile qui augmente l'émission de GES. La maritimisation de l'économie mondiale met en danger la biodiversité de nos océans, tandis que l'utilisation massive du charbon par la Chine, toujours pas remise en question, accroît l'effet de serre. Les déchets que produise notre consommation effrénée, plus de 4 milliards de tonnes par an, sont produits principalement par les pays industrialisés et retraités dans les pays en développement. Un modèle de plus en plus remis en cause par les pays concernés qui refusent d'être la poubelle du monde, comme la Chine qui refuse depuis 2018 les déchets plastiques. Enfin, le coronavirus a montré la vulnérabilité de nos sociétés aux risques sanitaires. Dans un monde où tous les territoires sont connectés, il a été impossible d'endiguer la pandémie, ce qui a plongé le monde dans une crise polymorphe, sanitaire d'abord, mais aussi et surtout économique, avec des flux entravés par les confinements successifs. Il apparaît donc nécessaire de réguler cette mondialisation, mais comment faire ? D'abord un point de définition, la régulation désigne les moyens d'action dont dispose un État ou une organisation internationale pour assurer le bon fonctionnement de l'économie. Par les nombreuses dérives économiques, sociales, environnementales et les enjeux géopolitiques qui recouvrent la mondialisation, différentes formes de régulation se développent, bien que celles-ci soient source de tensions et constituent un enjeu géopolitique majeur. Il faut rappeler ici en premier lieu le rôle des grandes instances de la gouvernance mondiale dans la régulation. Tous les États ne suivent pas les règles internationales. Avec l'UE et la Chine, les États-Unis sont les plus attaqués au tribunal de l'OMC pour non-respect des accords internationaux. Ils subventionnent ainsi massivement leurs agricultures et le yuan est sous-évalué, c'est ce qu'on appelle un protectionnisme déguisé. L'OMC, dont l'objectif est d'instaurer le libre-échange, condamne donc toute forme de protectionnisme. La Banque mondiale et le FMI, de leur côté, accordent des prêts aux pays en développement et aux États trop endettés, comme ce fut le cas pour la Grèce en 2010, pour éviter qu'ils ne s'effondrent totalement. Tandis que le tribunal international du droit de la mer statue lui sur les conflits de définition des ZEE. Les États jouent aussi un rôle majeur. Pour se défendre, ils tentent donc de mettre en place des politiques protectionnistes. Ils cherchent à remettre en cause l'abaissement des barrières douanières, mais surtout à protéger leur économie de la concurrence, ce que fait en particulier les États-Unis. Ils relocalisent aussi leurs activités pour rester maîtres de leur capacité productrice.
Les États-Unis de Trump ont ainsi mis en œuvre une politique unilatérale en appliquant des barrières douanières élevées sur certains produits chinois pour protéger leur économie et ont relocalisé la production Ford du Mexique vers le Michigan. Ils adoptent aussi des accords bilatéraux pour faciliter les échanges, comme entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Certains pays comme la Chine mettent en œuvre, eux, une politique de puissance qui est source de tensions conséquentes. La création des nouvelles routes de la soie est ainsi vue comme une menace par l'Inde et de nombreux pays européens. Les lanceurs d'alerte et les ONG se mobilisent aussi pour dénoncer les dérives de la mondialisation. Depuis 2001, le Forum social mondial réunit des altermondialistes opposés au néolibéralisme. Ils déplorent la financiarisation de l'économie, notamment la spéculation agricole, la marchandisation des secteurs vitaux, l'eau, la santé, les transports, l'ubérisation, les délocalisations, le chômage, voire le dumping social, ou encore la fermeture des frontières aux migrants. Ils militent au contraire pour une économie sociale et solidaire via le développement du microcrédit ou encore du commerce équitable. Face à l'urgence climatique, là aussi, ONG, altermondialistes et opinion publique se mobilisent. Si l'ONG néerlandaise Urgenda a obtenu en justice que les Pays-Bas accélèrent la réduction de ses gaz à effet de serre, une grève mondiale pour le climat est organisée en 2019 par une jeunesse de plus en plus impliquée. Tous prônent une gouvernance mondiale plus équitable et plus durable. Ils préconisent des systèmes alternatifs tels le recyclage, les circuits courts ou l'agriculture biologique et dénoncent les nouveaux accords de libre-échange qui aggravent les inégalités et les atteintes à l'environnement. Alors, est-ce que ces régulations sont efficaces ? Dans les faits, cela reste encore très limité. À l'échelle régionale, certaines constructions sont très avancées, comme l'UE, mais d'autres sont en crise, comme le Conseil de coopération du Golfe Persique, voire en panne, si on parle de l'Union du Maghreb arabe, voire même en perdition, en fait, si on pense à l'UNASUR en Amérique latine. Lancée en 2008 par le Venezuela et le Brésil contre l'influence des États-Unis en Amérique latine, cette organisation ne comprend plus que 5 membres en 2019 contre les 12 initiaux. Certaines organisations régionales sont peu intégrées dans la mesure où les échanges commerciaux sont plus importants avec l'extérieur qu'au sein de la région, comme pour la CEDEAO où seulement 10% du commerce est intracommunautaire, alors que 64% du commerce est fait avec l'Union européenne. De plus, à part l'UE, ces associations régionales restent peu intégrées et les disparités interrégionales restent fortes, comme entre le Brésil et le Paraguay. Enfin, de nombreux États adhèrent à plusieurs systèmes différents. Par exemple, dans l'Union européenne, on a aussi la zone euro et l'espace Schengen. À l'échelle mondiale, les accords internationaux restent peu contraignants. L'accord de Paris n'a finalement pas été ratifié par les États-Unis, et si les COP se succèdent, aucune issue positive n'en est ressortie. Les États européens sont aussi toujours incapables de s'accorder sur une taxe des GAFAM. Si le FMI a été réformé, c'est toujours insuffisant pour représenter la multipolarité actuelle de l'économie mondiale. Enfin, si les ONG et les lanceurs d'alerte ne cessent de mettre en avant les failles de la mondialisation, ces protestations et leurs propositions n'arrivent que très rarement dans le droit des États ou des organisations régionales. En conclusion, on peut dire que la mondialisation entraîne une hiérarchisation croissante des territoires, favorisant les pôles au détriment des marges qui peinent à s'intégrer. De nombreuses politiques de régulation ont été mises en place par les différents acteurs, qu'ils soient publics ou privés, à toutes les échelles pour tenter de limiter les impacts sociaux et environnementaux et favoriser l'intégration des territoires dans la mondialisation. Néanmoins, ces politiques de régulation et ces coopérations régionales restent encore souvent incomplètes car soumises à la puissance des principales puissances mondiales qui mettent en œuvre le multilatéralisme seulement quand il sert leur propre politique de puissance. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt en classe.